Bonjour à tous. Merci de partager ce rendez-vous du GHU consacré à la thématique nouveauté et grand âge. Je laisse la parole à Vincent Nicolas Delpech, notre directeur de GHU APHP Nord, Université de Paris. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment très heureux d'introduire ce rendez-vous du GHU du mois de décembre et consacré donc à la nouveauté et grand âge, car la gériatrie occupe une place particulière dans notre groupe hospitalier universitaire, vous le savez, et constitue surtout un ensemble cohérent et cohésif. Et j'insiste sur ce point parce que ce n'est pas toujours le cas. Et ici, c'est le cas et c'est une de nos grandes forces. La filière gériatrique s'organise sur 6 hôpitaux du GHU et sert 3 territoires. Et nos atouts, notamment par rapport à d'autres, sont nombreux. Une forte cohésion, je l'ai rappelé, qui se traduit par une coordination transversale, par le rôle particulier que joue aussi le DME Invictus au sein de cette coordination transversale, mais aussi, et je veux le saluer, tout le travail du groupe gériatrie du projet d'établissement qui a mené une réflexion exemplaire et qui poursuit cette réflexion. Une cohésion, une offre complète, une dynamique de collaboration avec les structures des territoires et de la ville, un projet de renforcement de notre offre pour anticiper les évolutions démographiques qui sont devant nous, et puis une promotion aussi d'une recherche d'envergure qui sera d'ailleurs abordée au cours de ce rendez-vous. Et puis enfin, une volonté d'être le GHU de référence pour la qualité des soins et la bienveillance envers les personnes âgées. Et je veux rappeler à cette occasion que dans le projet d'établissement du groupe hospitalier universitaire, il y a un fil rouge qui est l'expérience patient. Nous sommes le seul GHU à avoir fait ce choix-là. Et en gériatrie, avec la personne âgée, cette expérience patient, elle prend un relief tout à fait particulier. Donc ces atouts et cette dynamique se reflètent dans le programme du rendez-vous d'aujourd'hui, et je félicite tous ceux qui l'ont élaboré et les intervenants qui vont se succéder. Mais ces atouts seront aussi, et j'en suis absolument convaincu, une des réponses à la grave crise de ressources humaines que nous rencontrons aujourd'hui et qui frappe en particulier la filière gériatrique. Sur tous les hôpitaux français la connaissent. Et c'est vrai qu'il y a une acutisation sur la gériatrie de ces difficultés-là. Eh bien, ce que nous faisons ici au sein du GHU dans les différents services, ce que nous faisons et ce que nous portons en termes de dynamique au sein de la transversalité gériatrique du GHU, c'est ce qui nous permettra, je pense, de faire la différence à l'avenir. Et c'est cette innovation dans les projets, c'est cette innovation dans les perspectives d'avenir que nous portons. Et c'est ce que nous devons aussi accompagner, nous, direction, en lien étroit avec les cadres, avec les chefs de service, sur des expérimentations, notamment sur les schémas horaires, qui peuvent aussi renforcer l'attractivité pour les services de gériatrie. Et c'est à quoi nous allons nous atteler de façon très volontariste, parce que la gériatrie du GHU Nord est une gériatrie d'innovation, porteuse de nouveautés, pour reprendre le titre de ce rendez-vous. Et je suis extrêmement confiant dans l'avenir, malgré les difficultés actuelles que nous traversons sur notre discipline. Voilà, donc merci à vous tous. Je serai très heureux de suivre les différentes présentations et je vous souhaite à toutes et à tous un très bon rendez-vous. Merci. Alors, bonjour à tous et à toutes. Merci Vincent Nicolas Delpech pour cette introduction et d'avoir positionné la gériatrie donc,
dans son existence et sa dynamique et on espère aussi son devenir. Aujourd'hui, le sujet âgé est un peu partout dans tous les services, avec 24% des séjours en court séjour hors gériatrie, gynécologique et pédiatrie. C'est 24% des séjours des personnes de plus de 75 ans. Et on observe en fait ces 5 dernières années une augmentation importante des plus de 85 ans, puisqu'on a 21% de plus de population de plus de 85 ans. Alors, on m'a proposé de parler des 20 ans de Bretonneau. Je trouve que c'est une bonne illustration de dire d'où vient la gériatrie et où on va. Et donc, voilà, c'est un honneur de présenter ces 20 ans de Bretonneau, si je peux avoir la slide suivante. En fait, c'est 20 ans et 100 ans. Il ne faut pas oublier que Bretonneau a été ouvert le 1er mars 1901 sous sa forme gériatrique. Il y a eu sous sa forme pédiatrique, pardon, un lapsus révélateur, sous sa forme pédiatrique et qui avait une énorme activité puisque dans les années 60, il y avait plus de 500 lits. C'est défermé en 88 et pour faire l'hôpital Robert Debré, qui est notre GHU, et avec une période transitoire qui fut l'hôpital éphémère de 90 à 95. Il y a eu toute une période de réflexion et de construction qui était assez courte. En 5 ans de la conception, on a eu le projet architectural qui s'est concrétisé. Il y a une ouverture qui a eu lieu le 5 juillet 2001 sous sa forme gériatrique. Il y a eu un projet Bretonneau qui a été construit à l'époque avec l'idée de travailler sur le 8, 17 et 18e arrondissement, avec vraiment l'idée de travailler en proximité, avec un rôle d'expertise à la fois au niveau médical, soignant, et aussi un rôle important sur l'aide aux aidants, avec un centre d'études gérontologiques ville-hôpital qui a été assez pionnier et précurseur dans plusieurs domaines, notamment l'aide aux aidants. Et l'idée aussi que c'était une base importante pour former les différents professionnels du bassin gérontologique. Donc, dès le départ, l'hôpital a été inséré dans la ville avec l'idée que ce n'était pas des cloisons, des murs étanches entre la ville et l'hôpital, d'où la notion de plateforme gérontologique qui était située dans l'hôpital, d'où l'idée d'avoir des équipes mobiles et des équipes hospitalières qui sortaient de l'hôpital pour aller à domicile, d'où l'idée d'avoir une crèche qui était partagée entre la ville et l'hôpital, et avec 10 berceaux qui étaient réservés à la ville, d'où l'idée aussi d'une rue intérieure avec une salle de spectacle où on vient à l'hôpital pour autre chose que la maladie, et des choses qui se sont concrétisées par un label Culture Santé qu'on a depuis 2014, à chaque fois renouvelé. Alors après, c'est aussi une vigne. C'est peut-être un détail, mais c'est la marque de l'appartenance à la commune Montmartre. Et donc, c'est aussi un partenariat avec la ville et l'hôpital. Suivant. Et donc, à l'ouverture, je rappelle en fait la structure qui existait. C'était 38 lits de court séjour, dont 8 lits de soins palliatifs. C'était 77 lits de soins de suite et réadaptation et 90 de long séjour. Et à l'époque, 40 places d'hôpital de jour. Suivante. Dès le départ, on a eu un partenariat fort avec Bichat et avec le service d'accueil des urgences qui a toujours très très bien fonctionné, un partenariat avec les services très très fort. On a eu ensuite très rapidement une ouverture sur Bichat et sur d'autres hôpitaux, notamment avec la création des pôles, et ça on est en 2012. Et bon, je fais un coucou à Michel Lejoyeux par rapport au pôle AGAP. Et donc, on a travaillé en partenariat avec la psychiatrie, avec la pédopsychiatrie et la rééducation. Et puis, en 2019, donc là, on fait appel à Enrique Casalino, au DMI Invictus, qui nous a encore ouvert plus sur d'autres services. Donc, Bretonneau n'a jamais été replié sur lui-même, mais il a toujours été un partenaire avec l'ensemble des services et des hôpitaux du GHU. Et vous évoquez, Vincent Nicolas, le COPIL de gériatrie qui existe depuis 2020 et qui permet en fait justement une réflexion partagée avec Bichat, Beaujon, Fernand Vidal, Larry Boisière et Louis Maurier, une réflexion partagée sur l'ensemble de notre territoire pour offrir l'ensemble des soins au sujet âgé. Suivant. En fait, dans ces 20 ans, on a vu en fait progressivement une spécialisation
de l'offre de soins médicales. On a eu, grâce au programme Alzheimer, la possibilité de valider la consultation mémoire de proximité en 2006, de construire une unité cognitivo-comportementale en 2009, et on était les premiers en Île-de-France à ouvrir ce type de structure. Ensuite, une unité d'hébergement renforcée en 2013. Dans un autre domaine, c'est l'oncogériatrie, avec la création et la labellisation de l'UCOG en 2012. C'est aussi une extension des soins palliatifs, avec le passage à 20 lits en 2016. Et aujourd'hui, on est dans la prise en charge, prise en soin de la fragilité, de la vulnérabilité, avec des programmes de préhabilitation, comme le présentait notamment Janine Estrada. Il ne faut pas oublier aussi, certes, à côté de la gériatrie, une identité nouvelle qui s'est inscrite sur Bretonneau avec l'arrivée de nos collègues de médecine bucco-dentaire. C'est l'arrivée en septembre 2007 du service avec Daniel Buc, qui avait à l'époque 41 fauteuils. Ça a toujours été un partenariat qui était apprécié en complémentarité sur le site de Bretonneau par rapport au sujet âgé, mais avec Bichat aussi et dans différents types de services. La progression a été importante, avec notamment un travail sur l'orthodontie, avec des propositions originales de bagues linguales, de gouttières de type aligner. Et c'était en fait progressivement une spécialisation importante sur l'enfant. Alors je sais que ça fait beaucoup réfléchir, beaucoup parler les collègues, de parler d'enfants à Bretonneau. Donc ce n'est pas que de l'histoire, c'est aussi de l'actualité, puisqu'il y a une grande activité d'odontologie pédiatrique et aussi un développement important de la prise en charge du handicap, notamment des jeunes handicapés en médecine bucco-dentaire. Suivante. Donc là, cette médecine bucco-dentaire s'est spécialisée. Elle est reconnue aujourd'hui comme un centre de compétences et un centre de référence des maladies rares. Et on voit un développement très important de la numérisation avec la virtualisation de la bouche du patient qui sert à la fois pour le diagnostic, pour les interventions, mais aussi la fabrication de prothèses. Et pour nous, c'est un dynamisme de recherche très important, très motivant pour l'ensemble du site de Bretonneau et sur l'ensemble de notre GHU. Suivante. Alors, est-ce qu'on peut donner des chiffres pour voir un peu ce que c'est ce qu'il y a aujourd'hui à Bretonneau? En fait, sur les effectifs initiaux, il y a 14 personnes qui sont encore présentes aujourd'hui. Et donc, si vous venez à Bretonneau, vous aurez la chance de les voir en photo parce qu'ils ont été photographiés. Et donc, on peut constater que sur tous les personnels initialement présents, il reste aujourd'hui 14 personnes, dont 4 soignants. Ce que je voudrais, là où il faut être attentif, c'est qu'on a augmenter de façon importante l'activité de court séjour. On a un tiers de lits de plus de MCO et on a augmenté la capacité de soins palliatifs par 2,5. Ce qui, en parallèle, nous a amené à diminuer notre offre de soins en soins de longue durée. On a diminué d'un tiers et on a le projet de remplacer ces unités de soins de longue durée par d'autres types de structures. Pourquoi? Parce qu'en fait, autour de nous, les EHPAD se sont multipliés et donc l'offre de soins est largement suffisante pour l'hébergement autour de nous. Alors en chiffres, on a beaucoup d'acronymes en gériatrie comme ailleurs, mais en 2019, on a été donc labellisé en maison des aidants et on travaille aujourd'hui à une labellisation en dispositif d'accompagnement coordonné. Donc tout ça, c'est pour le lien ville-hôpital. Donc Bretonneau, demain, c'est l'hôpital qui sera le plus en pointe dans Paris intramuros. Et donc, je pense que c'est important pour notre population âgée de pouvoir offrir un soin de proximité. Demain, c'est une gériatrie qui est encore plus inclusive, en incluant bien sûr les patients, mais en incluant aussi les aidants, en incluant les différentes disciplines, et on développe de plus en plus une prise en soin préventive. On va le voir avec les interventions, notamment avec Mathieu Lilamant, c'est un domaine de recherche clinique important et qui va se développer et qui aujourd'hui, en tout cas, est en train de se structurer. Après, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir un environnement particulier, agréable, bienveillant, qu'on a la chance aussi d'avoir une direction qui nous aide à l'entretien des bâtiments. Et en tout cas, on a un environnement qui est agréable et donc qui offre un lieu de travail adapté à la population qui est prise en soin. Donc, Bretonneau a encore de beaux jours devant soi. Donc, on va passer la parole aux différents intervenants pour montrer en fait que la gériatrie,
c'est une discipline en mouvement où on a différents métiers, on a différentes structures et on a différentes pathologies. Donc, ce sont des professionnels qui sont spécialisés et qui permettent une formation importante de jeunes collègues. Et c'est un champ d'innovation. On va le voir avec Janine Estrada sur la prévention. On va le voir sur l'interprofessionnalité avec Mathilde Charpigny, Claire Patry, Romain Nguyen. On va le voir sur le lien aussi ville-hôpital avec Didier Genauer et Sophie Cadic. On va le voir sur la recherche. On parlait de Mathieu Lélamant et avec aussi Marie Meyer. Et on va voir aussi que c'est une discipline jeune avec une interne, Louise Laurent. Janine. Madame François? Oui, d'accord, allez-y. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, tout à fait. D'accord. Je suis Clarisse Huguenot. Je suis infirmière en consultation senior à l'hôpital Fernand Vidal. Et je vais vous présenter le programme Prépachir, qui consiste en une préparation physique et psychologique destinée aux patients de 70 ans et plus qui vont subir une intervention chirurgicale, orthopédique, gynécologique ou urologique. Ce programme s'étend sur une durée de 5 semaines environ avant la chirurgie et plusieurs professionnels interviennent. Diapo suivante, s'il vous plaît. La Prépachir s'articule autour de 3 HDJ. Le premier HDJ avec une consultation infirmière et une évaluation standardisée. Diapo suivante, s'il vous plaît. Un deuxième, lors du premier HDJ, une consultation médicale, le médecin fait en plus une échographie musculaire. L'intervention d'une enseignante d'activité physique adaptée qui leur propose des exercices musculaires dans le but d'éviter la fonte musculaire avant l'intervention. Un deuxième HDJ, le gériatre revoit les patients de manière à faire un bilan de la semaine écoulée. Il rencontre également une diététicienne qui fait un bilan de manière à détecter une éventuelle dénutrition et leur apporter des conseils alimentaires. Il rencontre également une psychologue pour leur permettre de verbaliser leurs craintes vis-à-vis de la douleur, de l'anesthésie ou de l'intervention chirurgicale en elle-même. Il revoit également le APA pour faire un bilan de la semaine écoulée, pour évaluer la faisabilité des exercices et éventuellement la survenue de douleurs. Lors du troisième HDJ, il revoit à nouveau l'infirmière pour faire un bilan du programme. Il revoit également le gériatre qui refait une consultation avec une échographie musculaire de contrôle. Diapositive suivante, s'il vous plaît. C'est une prise en charge récente. Le fait d'être accueilli par l'ensemble de l'équipe le premier jour du programme permet aux patients de se sentir accompagnés et en confiance. On se rend compte également, pour avoir contacté les gens après leur intervention, que le fait d'avoir participé à ce programme leur permet d'être plus sereins le jour du bloc et également d'aborder la rééducation plus facilement. L'évaluation de cette prise en charge est récente, c'est vrai, mais les premières remontées sont déjà très positives. Et à ce titre, si je devais subir une intervention chirurgicale, je serais ravie de bénéficier de ce programme. Je vous remercie de votre écoute. Dans le domaine d'orthopédie, mais aussi, comme Janine va nous le montrer, aussi dans le domaine de la cancérologie. Oui, bonjour à tous. Du coup, je suis Janina Estrada, je suis gériatre en hôpital de jour à l'hôpital Bretonneau et je vais vous parler du programme de préhabilitation et réhabilitation qu'on a mis sur pied sur notre site. Diapositive suivante. Donc, un mot simplement pour rappeler ce qu'est la préhabilitation. C'est une démarche qui vient en complément de l'approche usuelle qui consiste à accompagner la récupération des patients après la chirurgie. La préhabilitation, en fait, se propose de mettre en place un certain nombre de démarches
qui vise à augmenter la capacité fonctionnelle des patients avant l'opération pour qu'ils puissent en post-opératoire, malgré le stress inhérent à la chirurgie, avoir une récupération plus rapide et plus complète. Suivante, s'il vous plaît. Donc, en hôpital de jour à Bretonneau, nous, on a choisi d'orienter ce programme à destination de patients âgés de plus de 70 ans avec une chirurgie programmée pour un cancer initialement digestif et urologique. Et c'est vrai maintenant qu'on s'oriente plus sur le cancer digestif, soit parce que c'est des patients qui, du fait de leur âge et de la pathologie cancéreuse sous-jacente, ont en plus une réserve fonctionnelle de base qui est déjà potentiellement plus altérée que dans d'autres situations. Suivante. Alors, concrètement, comment est-ce que ça s'intègre dans le parcours du patient? Ici, schématiquement, c'est le parcours usuel où le patient est vu en consultation par son chirurgien, il est opéré, revu par le spécialiste d'organes ensuite. Éventuellement, puisqu'on parle de sujets âgés, il aura également un accompagnement par l'oncogériatre. Suivante, s'il vous plaît. Notre programme de réhabilitation périopératoire vient s'articuler sur cette prise en charge usuelle et s'appuie sur 3 évaluations en hôpital de jour qui sont figurées en orange ici. 3 évaluations au cours desquelles on fait une évaluation complète des patients et on propose ensuite on élabore à partir de cette évaluation un programme personnalisé de préhabilitation et réhabilitation que le patient suivra à domicile en autonomie avec quand même un accompagnement téléphonique hebdomadaire par l'enseignant en activité physique adaptée. Suivante, s'il vous plaît. Alors, pour ce faire, on s'appuie donc sur les évaluations en hôpital de jour qui comprennent à chaque fois une évaluation gériatrique et complétée d'une approche trimodale, c'est-à-dire une dimension d'activité physique par le kiné et l'enseignant en activité physique adaptée, une dimension diététique qui est évidemment capitale puisqu'on s'intéresse à des patients qui ont des cancers et pour beaucoup digestifs, et aussi une évaluation psychologique qui est très importante à la fois pour leur fournir des techniques de relaxation et de lutte contre l'anxiété, mais aussi pour renforcer leur motivation pour qu'ils mettent en œuvre des changements dans leur mode de vie, en particulier dans une période où ils sont souvent un peu paralysés, figés, sidérés suite à l'annonce de cancer qui vient de leur être faite. Donc ça, c'est sur les évaluations en hôpital de jour. Et on a développé des outils pour qu'ils puissent donc suivre le programme en ambulatoire sans multiplier les allers-retours à l'hôpital. Donc, ils ont un carnet qui reprend l'ensemble des exercices et des consignes personnalisées qu'on leur donne, ainsi qu'un journal de bord sur lequel ils peuvent noter les exercices qu'ils font au jour le jour, les difficultés qu'ils rencontrent éventuellement. Tout ça pour faciliter aussi les échanges téléphoniques avec l'enseignant en activité physique adaptée. Donc, concrètement, ce programme, il est en place depuis mi-2018. C'est déjà plus de 80 patients qui nous ont été adressés avec un âge moyen de 78 ans. Et je vous le disais, beaucoup de patients dénutris, 40% de notre population. On a donc un recrutement qui est vraiment principalement digestif et cette particularité, beaucoup de cancers œsogastriques, alors qu'on s'attendrait peut-être un peu plus en termes de fréquence à des cancers colorectaux. Suivante, s'il vous plaît. C'est un parcours qui est donc maintenant bien rodé, qui a été, les collègues chirurgiens notamment et oncogériatres se sont vraiment saisis de cette offre de soins. Et donc, ça se fait de façon très fluide et avec une coopération assez simple. Et le projet même est actuellement d'étendre cette offre de soins au-delà du GH, mais à d'autres établissements parisiens et franciliens, dans le contexte du cancer œsogastrique, qui est un cancer grave, est relativement peu étudié dans ce domaine avec évidemment un projet de recherche à la clé. Suivante. Et donc, je profite de l'occasion qui m'est donnée de prendre la parole pour remercier toute l'équipe. C'est un programme qui donne vraiment beaucoup de satisfaction à ceux qui le mettent en œuvre et puis aussi aux patients, mais qui, comme vous le voyez, demande beaucoup de ressources et de compétences humaines. Donc, vraiment, merci à tous ceux qui participent et à tous ceux qui nous font confiance, aussi bien les patients que les collègues qui nous adressent leurs patients. Je vous remercie. Merci Janine, merci Mme Huguenot. Je pense que ça illustre très bien la complémentarité des disciplines. On a vu l'orthopédie, on a vu la cancérologie.
On a vu aussi les sites différents. On parle de Bretonneau, mais on parle de la Riboisière, on parle de Saint-Louis. Donc des complémentarités qui sont donc à la base de la pratique aujourd'hui de la gériatrie. Et donc le prochain sujet, on va parler encore une fois de l'interdisciplinarité. Et là, ça se passe au niveau des urgences. Et donc je laisse la parole à qui en premier? À Claire. Voilà. Est-ce que vous nous entendez? Oui. On intervient de Bichat. Est-ce que vous nous entendez bien? Mettez un petit peu plus fort votre micro. Alors, je ne sais pas comment faire. Mais on va regarder ça. On va s'approcher déjà. Et puis... Très bien. Ouais, parle près du micro. Voilà. Donc, on veut parler de l'approche interdisciplinaire des patients âgés aux urgences. Et pour cette intervention, je serai accompagnée donc, de Mathilde Chiarpini et Romain Nguyen, qui sont sur le terrain. Première diapo, s'il vous plaît. Donc, pour commencer, l'organisation des soins en filière gériatrie, quelques mots. Cette organisation des soins répond aux besoins de santé de la population âgée, avec ses déterminants que sont la polypathologie, certains facteurs de vulnérabilité comme la dénutrition, qui vont avoir un impact sur l'autonomie des patients, l'importance de ressources environnementales et de problématiques comme l'isolement, également la nécessité de pouvoir avoir accès aux soins et à des soins coordonnés en particulier. Donc, ces besoins de santé, ils sont polymorphes, ils sont évolutifs, et la filière gériatrique va pouvoir agir de programmes de prévention et a la possibilité de prendre en charge des situations très complexes. La population âgée a également un recours à l'hospitalisation qui est plus important que la population générale. Donc, on travaille dans une approche de parcours avec une organisation en filières qui sont des organisations territoriales. Donc, sur les 3 arrondissements de la filière Paris-Nord-Ouest, vivent 27 000 patients âgés personnes de plus de 75 ans qui vont pouvoir bénéficier d'une offre de soins qui est portée par l'hôpital, les services de gériatrie de l'hôpital Bichat et Bretonneau, mais également de la clinique de la Jonquière, qui s'articule avec le territoire. Et cette offre de soins est déclinée en différents services qui ont déjà été présentés par le docteur Bruna. Différents services, mais aussi des équipes mobiles qui peuvent intervenir, en particulier en ville, dans les EHPAD et dans les services accueillant le plus de patients âgés. Dans ces services-là qui accueillent beaucoup de personnes âgées, il y a une articulation qui va être renforcée. Diapo suivante, c'est le cas du service d'accueil des urgences de Bichat, où on a 10 000 passages de patients âgés de plus de 75 ans par an, ce qui fait qu'une personne âgée qui vit sur le territoire de la filière aura une chance sur 4 d'être adressée aux urgences dans l'année, ce qui est énorme. Les motifs d'admission sont des motifs un petit peu génériques, comme les chutes, par exemple. Et un patient âgé qui arrive aux urgences pour une chute, l'urgentiste va va vérifier s'il y a une cause aiguë à sa chute, comme par exemple un infarctus du myocarde, et s'il y a des conséquences traumatiques, comme par exemple une fracture. Mais à plus de 75 ans, il y a d'autres facteurs qui rentrent en compte pour la chute, comme une pathologie neurologique débutante, des problématiques de dénutrition, des problématiques des dents épuisées, l'absence de médecin traitant. Et si on ne prend pas en compte ces déterminants-là, l'état de santé de la personne va s'aggraver puisqu'ils sont encore présents et avec l'aggravation de cet état de santé va conduire à un risque plus important de réadmission à l'hôpital et aussi de perte d'autonomie. C'est pour ça qu'on travaille aux urgences sur le repérage de ces cofacteurs de chute et sur la mise en place de soins adaptés de pouvoir proposer une orientation adaptée à chaque personne, une orientation individualisée. L'autre chose qui est à prendre en compte, ça va être les besoins en soins hospitaliers de la population âgée, avec en particulier le besoin d'accès à un plateau technique et d'avoir des examens médicaux adaptés à sa situation, mais aussi mis en balance avec certains risques liés à l'hospitalisation, comme la perte d'autonomie, qui risque de survenir à l'hôpital. Donc, la filière gériatrique va travailler sur ces situations d'urgence en prévention, d'abord, en essayant de prévenir les situations de crise et de prévenir les chutes. Ensuite, en aval des urgences sur des prises en charge spécialisées dans les services de gériatrie et en prévention secondaire, en quelque sorte, pour par exemple ce patient qui a un infarctus, qui sera hospitalisé en cardiologie, qui va pouvoir bénéficier d'un avis gériatrique par l'équipe mobile de gériatrie, ou en extra-hospitalier avec la ville,
Et puis finalement, in situ, c'est très important d'avoir une collaboration entre les services de gériatrie et les urgences pour développer la culture du soin aux patients âgés. Je vais passer la parole à Romain Nguyen, qui est urgentiste à Bichat, pour la diapo suivante. Du coup, je voulais refaire le point un petit peu sur le parcours de soins aux urgences. Donc les urgences, il faut voir ça comme un flux continu de patients avec plusieurs étapes clés. Et toutes ces étapes doivent être le plus efficientes possible pour que tout ce parcours reste le plus fluide possible et qu'on soit le moins délétère pour les patients. Donc ça commence par l'évaluation par l'infirmière d'accueil, qui va prendre des constantes, évaluer la gravité du patient et le trier pour que le médecin le voit dans le bon délai. On a ensuite l'évaluation médicale. Donc, le médecin, avec son interrogatoire et examen clinique, va se faire une idée du patient et prescrire des soins, des examens complémentaires. Il peut s'aider de différents scores pour tout ça. On a ensuite le soin du malade, donc, qui va être réalisé en box aux urgences par l'infirmière. Donc, c'est des examens complémentaires avec la prise de sang ou des soins aides-soignants. Ensuite vient la problématique du devenir du malade. Donc, aux urgences, je le répète, il faut que ce soit le plus fluide possible. Le devenir du malade, ça doit être une décision prise rapidement, soit un retour à domicile, soit une hospitalisation dans un service spécialisé, soit une hospitalisation aux portes des urgences. L'hospitalisation aux portes des urgences, ça nous permet de temporiser pour une place en hospitalisation ou ça nous permet de faire des soins complémentaires. Chez la personne âgée, on a très souvent recours à cette hospitalisation aux portes du fait de la complexité des malades. Chez les personnes âgées, les soins sont plus longs, l'évaluation du malade est plus compliquée avec une évaluation multidisciplinaire et l'orientation définitive du malade est souvent dépendante de l'autonomie et d'autres facteurs autre que juste la pathologie pour laquelle il se présente aux urgences. Voilà. Suivant. Donc, la coopération entre la gériatrie et les urgences, elle n'est pas nouvelle. À Bichat, 5 jours sur 7, il y a la possibilité de faire déplacer quelqu'un de l'équipe mobile de gériatrie interne qui peut venir voir les patients au niveau du lit-porte. Depuis 2015, il y a la possibilité pour les urgentistes de signaler un patient âgé fragile sortant à l'équipe mobile de gériatrie externe, qui est donc positionnée à Bretonneau. Cette équipe mobile de gériatrie externe, elle existe depuis 2001. Elle comprend 2 infirmières, une ergothérapeute, une psychologue, un cadre, un gériatre et depuis récemment une infirmière en pratique avancée et une psychiatre. Cette équipe va réaliser des évaluations gériatriques à la demande des professionnels, que ce soit des professionnels du soin ou des professionnels sociaux, pour les personnes âgées, qu'elles soient à domicile, en ville ou en EHPAD. C'est un fonctionnement qui en fait est intégré à la structure médico-sociale, la maison des aînés et des aidants, qui se trouve aussi dans Bretonneau. Donc les 2 équipes travaillent ensemble dans les mêmes lieux. Diapo suivante. L'infirmière en pratique avancée dans l'équipe mobile de gériatrie aux urgences, en fait, c'est tout nouveau. Ça dépend de la mesure 5 du pacte de refondation des urgences, avec une structuration en parcours des patients âgés pour prévenir le recours aux urgences. Il y a un axe, l'axe 1, qui était de limiter le risque de réhospitalisation par le repérage des personnes de plus de 75 ans en situation de fragilité aux urgences et de leur proposer un suivi post-urgence et aussi d'améliorer l'orientation des patients hospitalisés dans le service. Alors, qu'est-ce que c'est une infirmière en pratique avancée? Une infirmière en pratique avancée, c'est une infirmière expérimentée qui a passé un diplôme sur 2 ans, un diplôme d'état de pratique avancée qui concerne plusieurs spécialisations, mais qui est centré sur des prises en charge de patients atteints de pathologies chroniques
et qui a des compétences élargies en clinique, en formation, en recherche, avec la possibilité de prescrire des examens complémentaires ou de renouveler des traitements. Sur ce poste spécifiquement, c'est moi qui suis positionnée et j'ai été recrutée en plus parce que j'avais un master de sciences infirmières en gériatrie et 14 ans d'expérience en soins primaires, donc avec la ville, comme l'interface avec la ville est très importante sur ce poste. Concrètement, je suis présente aux urgences tous les 5 jours par semaine de 13h à 17h. Et je travaille avec l'équipe mobile de gériatrie à Bretonneau le matin. Diapo suivante. Alors en fait, où se situe le rôle de l'IPA dans le parcours de la personne âgée aux urgences? Donc, comme Romain vous l'a très bien expliqué, la première partie de l'arrivée du patient âgé aux urgences, ça va être une orientation par l'infirmière d'accueil et d'orientation, puis une évaluation par l'urgentiste. L'urgentiste, pour un patient de plus de 75 ans où il repère des critères de fragilité, va avoir la possibilité, en plus des prescriptions de bilan et examens normaux, de prescrire en plus une évaluation par l'infirmière en pratique avancée sur les conditions du retour à domicile, le repérage de syndrome gériatrique ou par exemple la chute, la dénutrition, des troubles cognitifs. Donc, comment ça se fait l'évaluation par l'IPA? C'est d'abord un entretien multidimensionnel avec le patient. Concrètement, on va lui demander de décrire comment il est arrivé aux urgences. On va vérifier des choses spécifiques qui vont être sur la souplesse de ses articulations. On va le regarder marcher pour voir comment ça se passe au niveau de la marche. On va s'intéresser beaucoup au fait qu'il ait pu perdre du poids ou qu'il puisse être dénutri. Et puis après, on va faire des examens plus ciblés qui peuvent être un test d'hypotension orthostatique, le faire boire pour évaluer le risque de fausse route ou dépister les troubles neurocognitifs. Après ça, on va ensuite prendre du temps pour, en fait, on va faire un repérage des critères de fragilité, mais on va aussi prendre du temps pour contacter les familles, pour pouvoir faire une comparaison entre l'état de base du patient et la façon dont il se présente au niveau des urgences. Et puis aussi, on va contacter les acteurs de la ville pour savoir comment se passe la prise en charge au domicile. Donc, en fonction de tous ces résultats, il va y avoir un temps de réévaluation de la situation avec l'urgentiste qui va permettre, en fonction des résultats biologiques, des examens cliniques, de l'évaluation faite par l'infirmière en pratique avancée et des disponibilités dans l'hôpital de définir le parcours du patient. Ce parcours, il y aura un compte-rendu de rédigé qui sera intégré au dossier du patient et qui pourrait être transmis au médecin traitant. Et après, il va y avoir deux parcours. Un parcours où le patient va être hospitalisé. Dans ce cas-là, l'infirmière en pratique avancée va pouvoir faire des préconisations de prise en charge. Ça peut être aussi bien au niveau de l'alimentation que du lever précoce. Elle pourra alerter l'équipe mobile intra-hospitalière pour une réévaluation aux portes et faire des transmissions à l'équipe sociale pour si besoin. Si jamais le patient sort, si le patient sort, il y aura une orientation vers les acteurs de la ville, une orientation, si besoin, vers la filière, que ce soit aussi bien les hospitalisations de jour gériatriques, les consultations gériatriques, et puis un suivi individuel qui serait proposé en équipe pluriprofessionnelle médico-sociale, notamment en coopération avec la Maison des aînés et des aidants. Et si besoin, des visites à domicile, voire des visites à domicile conjointes avec une ergothérapeute ou avec un travailleur social. Diapo suivante. L'infirmière en pratique avancée, donc elle a ce rôle-là et en plus, elle a aussi d'autres rôles. Ça a permis quand même un élargissement du repérage puisque en 2 mois, j'ai vu autant de patients qu'il en avait été adressés à l'équipe mobile gériatrique externe en 1 an. Ça renforce aussi la culture de la personne âgée aux urgences en distillant petit à petit des informations quant à la prise en charge des personnes âgées, le lever précoce, la prévention des troubles urinaires.
Ça renforce le lien ville-hôpital. Pour la moitié de mes patients, j'ai pu contacter les médecins traitants ou d'autres acteurs de la ville. C'est de la formation interne et c'est aussi de l'enseignement universitaire, notamment pour les diplômes d'État IPA. C'est de l'accueil d'étudiants IPA et c'est de la production de données concernant la population des personnes âgées aux urgences et des travaux de recherche dont on va vous parler plus tard. Voilà. Diapo suivante. Du coup, je vais un petit peu répéter ce qu'a dit Mathilde, mais c'est clairement le retour qu'on a de tous mes collègues. C'est une aide très précieuse dans l'évaluation du malade, avec une mise en exergue des items spécifiques à la gériatrie, une prise de décision plus rapide du fait de notre coordination, une meilleure connaissance du parcours ville-hôpital. Tout ça nous permet d'avoir un petit peu plus de temps passé avec le malade. C'est aussi une amélioration du suivi des personnes âgées grâce à une présence quotidienne. Et pour cela, je vais juste vous parler d'un petit peu. Excusez-moi, on a 1 minute, c'est ça? Tu n'as vraiment même pas 1 minute. On va peut-être passer sur l'exemple concret pour arriver à la… Et du coup, des solutions plus concrètes à la prise en charge. Bon, pour conclure, je vais vous parler des projets de recherche. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça sert à quelque chose? En pratique, oui, parce qu'il y a de la collaboration entre la gériatrie et les services d'urgence un peu partout en France, mais on n'a pas encore réussi à le montrer par des études. Tout ce qu'on sait, c'est que des approches interdisciplinaires sont nécessaires et des approches transitionnelles telles que celles qu'on a sur Bichat et Bretonneau semblent optimales. Sur cette base, on a pu monter un projet de recherche national avec l'unité de recherche clinique de Bichat qui s'appelle « Limitation de la réadmission des patients âgés dans les services d'urgence, impact d'un programme de soins transitionnels par les équipes mobiles de gériatrie ». C'est un projet innovant, porté par, vraiment centré sur le ville-hôpital, promu par la PHP, qui est un projet de recherche prospectif multicentrique dans 12 centres en France où on va évaluer 1300 patients pour essayer d'évaluer quelle approche des soins est optimale pour la personne âgée aux urgences en intra-hospitalier ou en soins transitionnels avec une approche de l'hôpital. Estimer le taux de réadmission de chaque approche et également l'impact sur l'autonomie du patient dans le but de déployer les meilleures organisations des soins. En conclusion, juste un petit mot. La prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, l'approche interdisciplinaire aux urgences améliore la prise en charge des problématiques de santé complexes de la population âgée. L'importance du repérage précoce permet de restructurer les parcours de soins des patients avec des conséquences positives pour la personne, son entourage, mais aussi l'organisation des soins. Avec une approche intégrée ville-hôpital qui sécurise les sorties d'hospitalisation et pourrait limiter le recours inapproprié aux urgences. Et on reviendra dessus peut-être lors d'un prochain webinaire, mais la collaboration pluridisciplinaire est un terrain fertile pour la recherche. Merci pour votre attention. Très bien. C'est très frustrant en fait d'avoir si peu de temps pour parler d'expériences aussi intéressantes. Il y a 2 courtes questions. Est-ce que vous travaillez avec l'HAD? Et pour les maladies rares, est-ce que vous avez des contacts avec les centres de référence et centres de compétences? Une réponse courte, s'il vous plaît. Alors, oui, on travaille avec l'HAD, en particulier sur l'orientation des patients aux urgences et des patients qui rentrent en EHPAD ou qui peuvent être la prise en charge peut être facilitée par l'HAD. Et concernant le centre de compétences des maladies rares, on va travailler avec les CN2R et par l'articulation avec la maison des aînés et des aidants, on va essayer d'avoir des accès spécifiques au réseau, par exemple, tels que les réseaux sclérose en plaques. Et ça, c'est l'ergothérapeute de notre équipe qui s'occupe du lien avec certains réseaux, mais aussi d'autres professionnels de la maison des aînés et des aidants. Merci beaucoup. On voit tout le travail fait aux urgences, la complémentarité avec tous les SAU de notre GHU, avec aussi les compétences spécifiques. La gériatrie, c'était déjà un endroit où on a eu des formations spécifiques et des statuts particuliers avec l'assistant de soins de gérontologie. Et maintenant, on va aussi développer les IPA. Mais la gériatrie, c'est aussi prévenir la maladie. Et donc, on passe tout de suite la parole à Didier Genauer et Sophie Cadic sur leur programme de santé et de la prévention. Bonjour à tous, vous nous entendez? Très bien.
Merci de nous permettre de parler de ce programme. Je suis accompagnée par Sophie Cadic, qui est éducatrice en activité physique adaptée et qui, dans ce projet, travaille auprès de la mairie de Colombes, qui est présente aussi lors des évaluations et des séances d'activité physique. La suivante, s'il vous plaît. Le contexte du programme est le suivant. En 2019, nous nous sommes rapprochés de la mairie, enfin la mairie et l'hôpital se sont rapprochés pour répondre à un appel d'offres de la conférence des financeurs du 92. Le contexte est celui de la nouvelle législation de 2016 autorisant les médecins à prescrire de l'activité physique en santé et la perspective de Colombes Ville Olympique en 2024 puisque Colombes accueillera certaines épreuves des Jeux Olympiques. Ce partenariat a été fructueux puisque nous avons reçu le financement de la conférence des financeurs. Les acteurs sont actuellement donc l'hôpital Louis Mourier, la mairie de Colombes, la Ligue contre le cancer qui a rejoint le projet et AG2R, la mondiale. Les autres acteurs actifs sur le terrain, en plus de l'hôpital et de la mairie, sont Dynaform qui nous prête et qui anime de l'activité physique sur trampoline et INSEPT qui anime et qui nous fournit des rameurs. Le projet est piloté par un comité de pilotage où tous les intervenants sont présents. On se réunit autant que de besoin, à peu près 3 à 4 fois par an. Et nous avons dès le départ mis en place des outils de communication qui sont des courriers aux médecins, un flyer, la confection d'un logo que vous avez vu sur la première diapositive. Nous avons participé au championnat du monde d'aviron en salle. Nous n'avons pas gagné, mais nous avons participé et puis un film a été monté. La suivante, s'il vous plaît. En fait, les leviers forts de ce programme, c'est tout d'abord un partenariat entre le public entre l'hôpital public et la mairie de Colombes. Ensuite, c'est un partenariat public-privé, puisque certains des partenaires sont privés. Je vous l'ai déjà dit, Dynaform, INSEP Sport pour les rameurs et pour les trampolines. Et puis, c'est une opération pluridisciplinaire, puisqu'elle associe les médecins, les éducateurs en activité physique adaptée, les professionnels de la mairie, et j'en oublie. Le renforcement ville-hôpital, il est primordial dans une démarche de prévention sanitaire. On est ici dans de la prévention et il est évident que les patients, enfin les participants chez qui on veut prévenir les difficultés de santé ne sont pas à l'hôpital, donc on a besoin de ce lien ville-hôpital. Le financement, j'en ai déjà parlé, conférence des financeurs, AG2R la mondiale et Ligue contre le cancer. Pourquoi tout ça? Parce qu'on sait que l'activité physique ou le sport a de multiples bienfaits sur la santé, tant en curatif qu'en préventif. Et puis, ça lutte contre l'isolement. Et nous le verrons plus tard, ça lutte contre la fracture numérique. La suivante, s'il vous plaît. Le schéma de parcours coordonné, il est le suivant. Le public cible, c'est des personnes âgées habitant à Colombes, de plus de 60 ans, inscrites en ALD 30 et qui s'étaient éloignées de l'activité physique. Compte tenu du contexte sanitaire, on a élargi la demande et on accueille les patients des communes avoisinantes à condition que les habitants de Colombes ne soient pas privés de la prestation. Les prescripteurs de l'activité physique, c'est soit un médecin de ville, soit moi qui vois les patients en consultation d'évaluation sportive. Cette évaluation, elle a lieu sur l'hôpital. J'effectue une consultation gériatrique un peu standardisée. On effectue une évaluation médico-sportive sur laquelle Sophie va revenir tout de suite. Je lui donne la parole. Oui, alors bonjour, moi c'est Sophie Cadic. Alors la particularité aussi, c'est que je suis coordinatrice du programme et donc du coup, je suis le patient pendant tout le long du parcours santé, du début jusqu'à la fin et à la sortie en fin de compte du dispositif. Donc là, quand le patient arrive pour l'évaluer, donc on utilise des protocoles de tests, des tests d'équilibre, tests de souplesse, tests de force de préhension des membres supérieurs, des tests de marche, voilà. Et ensuite, l'APA fait un bilan et un pré-bilan et on crée un programme en fin de compte personnalisé d'activité physique en tenant compte de ses attentes, ses besoins et puis de ses capacités fonctionnelles. Voilà. Et
L'étape suivante de la prise en charge, c'est le programme d'activité physique proprement dit. On y reviendra sur la diapositive suivante. À l'issue de la période d'activité physique, on réévalue le participant avec la même consultation médicale et avec la même évaluation des activités, enfin des capacités physiques. Et puis, s'il en a envie, et souvent on va le voir, il en a envie, on l'oriente vers des associations sportives municipales locales et vers d'autres activités en represcrivant l'activité physique adaptée. Diapositive suivante. Alors, donc, une fois qu'il a été évalué, le patient est intégré dans un groupe. Alors, le groupe, là, en ce moment, c'est à peu près 4 personnes parce qu'on est limité, mais on a eu en 2019, on pouvait aller à 7-8 personnes. Il y a 2 groupes. Donc, le patient vient 3 fois par semaine et cela pendant 12 semaines. Ça dure 1 heure. Et donc, j'insiste sur… alors, il est intégré dans un groupe, j'essaye de l'intégrer dans un groupe du même âge ou avec des motricités équivalentes. Voilà, en plus, l'effet de groupe, c'est important puisque ça permet de créer du lien social, donc de créer de la motivation et donc de créer de la régularité aussi. Donc, c'est pour ça, et puis ça permet à certains aussi de retrouver de l'estime de soi, le fait d'appartenir à un groupe. Donc, voilà. Ensuite, donc, les séances se déroulent sous forme de circuit training. Donc, on a avec utilisation de ballons, d'accessoires. Et ensuite, on a donc différents ateliers. Comme l'a dit Didier, on a des ateliers donc, de mini-trampoline, donc des ateliers rameurs, des séances pilates, des séances aussi en extérieur et puis dans une salle de musculation aussi de la ville. Donc, voilà. Et… les séances ont lieu dans le gymnase des Renouillés, qui est le service du docteur Charrue, où se situe le soin de longue durée et le SSR, parce que c'est là qu'il y a des espaces disponibles. L'épidémie de Covid nous a obligés à développer le distanciel, c'est-à-dire qu'on peut avoir 4 personnes présentes, mais il peut y en avoir 4 autres en distanciel. Alors, ça dépend des capacités des personnes âgées, mais souvent, elles y participent ou elles sont aidées par leurs enfants ou leurs petits-enfants. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette diapo. Voilà. Et d'ailleurs, le fait de ce distanciel, là, ça a permis aussi de créer du lien entre les petits-enfants, voilà, les enfants, etc. Et du coup, de savoir que l'entourage s'intéresse à ce que fait le patient. Enfin, du coup, donc, ça, pour eux, c'est bien, c'est un soutien. Diapositive suivante. Alors, les chiffres, le nombre de personnes âgées suivies, il est faux. Ça, c'était la cible. En fait, on a été un peu victime du contexte sanitaire. Je pense qu'on en a suivi un peu moins de 70 depuis 3 ans. La répartition des âges est la suivante. Moins de 70 ans, 31%. Moins de 80 ans, 42%. Et plus de 80 ans, 27%. Il faut voir que 63% des participants ont repris une activité physique régulière grâce au programme et l'ont poursuivi. Et puis, pour finir, une petite note de financement. Le programme reçoit depuis 3 ans 50 000 € de la conférence des financeurs par an. S'ajoutent 12 000 € de l'AG2R et 10 000 € de la Ligue contre le cancer pour un coût total du dispositif qui est supérieur parce que chaque participant met du budget au programme pour un coût global de 212 000 €. Nous vous remercions de votre attention. C'est nous qui vous remercions de nous avoir appris qu'on pouvait ramer en salle, en gériatrie. Oui. Et après, blague à part, donc encore une profession nouvelle, l'APA, donc des collaborations vraiment nombreuses en gériatrie. Et puis aussi, c'est intéressant votre expérience de voir les financements qui sont trouvés avec des partenaires extra-hospitaliers. Donc, la gériatrie, c'est aussi un domaine où il faut aller chercher de l'argent ailleurs. Et les partenariats peuvent être nombreux. La gériatrie, c'est une discipline qui est souvent méconnue et qui est découverte dans des stages. Et c'est pour ça qu'on voulait laisser la parole à une jeune collègue interne qui est passée dans les services de gériatrie et qui fait de la gériatrie maintenant. Donc,
Voilà, tu vas nous dire un peu ton expérience. Merci à toi. Bonjour à tous, merci de me donner la parole aujourd'hui. Donc moi je suis Louise Laurent, je suis interne en gériatrie et je vous présente ma promotion, donc qui est la toute première promotion de gériatrie depuis que le DES a été créé en 2017 et on est très heureux de lancer nos chapeaux parce que la plupart d'entre nous ont terminé il y a quelques semaines leur internat. Donc je vous propose de faire un retour de mon expérience puisque moi-même j'ai quasiment fini ce cycle aussi. Alors, rapidement, donc de la création du DES et l'enseignement, donc il y a eu une partie d'enseignement théorique avec des e-learning à regarder en distanciel et puis des séminaires présentiels. Et dans la pratique, les terrains de stage, donc à l'instar des autres DES, l'internat était divisé en 3 phases, une phase socle, une phase d'approfondissement et une phase de docteur junior dans laquelle je suis actuellement. Et parmi ces 8 semestres, on nous demandait d'en faire 5 dans un service gériatrique et 3 libres, dont 2 totalement au choix de l'interne, ce qui fait qu'on a tous eu des parcours très personnalisés et puis très variés en fonction de nos appétences. Et puis enfin, sur le plan de la formation continue, clairement, on a été incité à le faire, notamment lors des demi-journées de DES au cours des journées annuelles de la SFGG, par exemple. Alors, mon parcours, il a commencé au sein de la PHP Nord. Déjà, j'étais étudiante de l'ex-université Paris 7. Ensuite, j'ai découvert la gériatrie juste avant le début de mon internat, quand j'étais super externe dans le service de gériatrie aiguë de Bichat. Et puis, je me suis beaucoup plu. Donc, j'ai décidé de revenir à de nombreuses reprises. J'ai découvert quasiment exclusivement en fait à la PHP Nord. J'ai découvert les services de Bichat en gériatrie aiguë, aux urgences et puis en endocrinologie plus récemment. À l'hôpital Bretonneux, je suis passée en SSR et actuellement je suis en hôpital de jour et j'ai également travaillé à l'hôpital Beaujou en gériatrie aiguë. Alors pourquoi est-ce que je suis restée ici? Parce que les équipes, je suis très bien entendue avec eux, parce que le bassin de population de tous ces hôpitaux entre le nord de Paris, le 92, le 93 est extrêmement diversifié et permet d'avoir des prises en charge médico-sociales diverses, variées et puis il faut être créatif de temps en temps, s'entourer de multiples intervenants, c'est évidemment très intéressant. Aussi parce que au sein de ces différents établissements, même s'ils marchent de manière indépendante, il y a une communication hyper fréquente avec des staffs réguliers inter-hôpitaux. À côté de mon expérience en gériatrie, comme je vous ai dit, j'ai travaillé donc, dans le service de médecine d'urgence et comme ça a été dit précédemment, c'est vrai que la collaboration entre gériatre et urgentiste est nécessaire et réelle. Et j'ai également été donc, interne en endocrino-diabétologie. Et non seulement, je pense avoir vraiment été considérée comme faisant partie intégrante de l'équipe pendant quelques mois, mais en plus, je pense que mon rôle de jeune gériatre en devenir a été non seulement pris au sérieux, mais également vraiment valorisé lors de mes 6 mois chez eux. Donc les pratiques, il y a une vraie diversité des pratiques qu'on a pu constater tout au cours de notre internat, qui nous a donné une vision très globale de la prise en charge du sujet âgé, avec pour certains la possibilité de travailler avec les équipes mobiles intra ou extra-hospitalières, de voir, de collaborer avec les réseaux de ville, de visiter, de voir de temps en temps les patients même en EHPAD, évidemment de passer dans les services de court séjour gériatrique et puis de moyen terme ou de long terme en soins de longue durée ou en soins de suite et de réadaptation. Donc, on a une vision quand même très globale du parcours du patient, que ce soit chez lui, puis jusqu'à l'hôpital ou jusqu'en EHPAD par la suite. Et à côté de ça, je pense qu'on... C'est bon. Notre internat nous a permis d'acquérir des compétences multiples. Alors, la prise en charge des maladies fréquentes du sujet âgé, dans chaque spécialité, il y a quand même des grandes spécificités de nos patients, donc ça, on a pu les travailler sur le plan théorique et pratique. La prise en charge des syndromes gériatriques, les chutes, la dénutrition, les troubles cognitifs. Je pense qu'il y a un point très important et puis qui fait vraiment la richesse de notre internat, c'est qu'on a une vraie expérience sur les ressources qu'on peut mobiliser concernant le système sanitaire et médico-social destiné aux personnes âgées. Ça nécessite quand même un peu d'expérience, savoir quel intervenant appeler et puis à quel moment. Et ça, je trouve que notre formation nous apprend vraiment à le faire et qu'au bout de 4 ans, on est beaucoup plus compétent pour le faire qu'au début de l'internat.
Grâce à nos stages libres, on acquérit des compétences qui sont quand même spécialisées autour de thématiques d'intérêt qui sont propres à chaque interne. Au cours de ces stages, je pense qu'on a tous constaté qu'il y a une vraie collaboration entre les gériatres et puis les spécialistes d'organes, et que je pense que notre avis a compté dans ces services, mais qu'en plus, on a pu enrichir notre propre pratique et puis revenir dans nos services de gériatrie fort d'une nouvelle expérience avec des petites casquettes, des petites surspécialités en fonction de chacun d'entre nous. Et puis enfin, une initiation à la recherche qui est constante dans tous les services où on passe, où on nous explique qu'en gériatrie, il y a encore beaucoup de choses à faire. Voilà, donc mon Internet touche à sa fin, comme je vous ai dit. Donc, si vous me cherchez, vous me trouverez dans le service du professeur Reynaud en 2022 en tant qu'assistante. Voilà, merci de votre attention. Merci beaucoup, Louise, de montrer l'enthousiasme qu'on peut avoir encore dans la discipline. Donc, c'est une discipline qui est vaste, notamment dans les pathologies et dans l'apprentissage. Et c'est un lieu de formation important, que ce soit à la fois dans les soins de base, dans les soins relationnels, les soins techniques. Et donc, franchement, merci pour ton témoignage. Peut-être questions. Avec plaisir. Ce qui nous permet de rattraper un peu le temps. Merci encore. Et donner la parole, du coup, à Mathieu Lilamont et à Marie Meyer pour nous parler, en fait, de la recherche à travers votre topic particulier, qui est le projet C'est Thomas. Merci beaucoup Olivier, merci au comité d'organisation du webinaire, et puis j'en profite pour dire bravo à Louise et à la jeune génération du DES de gériatrie qui représente vraiment un futur très prometteur pour notre discipline. L'objet de cette présentation, je vais raccourcir un petit peu pour qu'on rattrape le retard, mais c'est d'illustrer concrètement une collaboration BICIT, la Riboisière Fernand Vidal avec le Centre de neurologie cognitive où je travaille en partie, et puis le service de diététique de l'hôpital de jour de l'hôpital Bretonneau, pas de jour. Et donc une collaboration médicale et paramédicale, puisque Marie Meyer est diététicienne titulaire d'un master de recherche, et donc ça montre qu'on peut faire de la recherche médicale et paramédicale ensemble, en collaborant. Et donc, je vais vous parler du projet qui s'appelle C'est Thomas. Diapositive suivante. Donc, C'est Thomas, c'est le régime cétogène dans la maladie d'Alzheimer. Donc, le régime cétogène, c'est on mange beaucoup de gras, un peu de protéines et très peu de sucre. C'est un régime qui a fait couler beaucoup d'encre. En réalité, diapositive suivante, il y a un rationnel pour l'utiliser en recherche et puis en neurologie notamment, puisque depuis plus de 50 ans, ce régime est utilisé dans l'épilepsie pharmacorésistante. Et il y a 2 centres experts à Paris, plutôt des centres pédiatriques. C'est Robert Debré à PHP Nord et puis Necker. Et en fait, il y a beaucoup de liens, je ne vais pas développer, mais entre le métabolisme glucidique et la maladie d'Alzheimer. Et donc, le fait de réduire la consommation de sucre en mangeant cétogène, ça pourrait permettre d'améliorer un certain nombre de paramètres chez les patients atteints de maladie d'Alzheimer. Il y a un certain nombre d'études qu'on a présenté dans une revue de la littérature récemment, des études précliniques, des études chez l'homme, qui montrent à la fois des bénéfices cliniques et biologiques. Donc, ça nous a donné envie de construire un essai contrôlé randomisé. Diapositive suivante. Voilà, avec comme question de recherche, est-ce que le régime cétogène rend service aux patients atteints de maladie d'Alzheimer confirmés par biomarqueurs? Et ça, c'est vraiment l'expertise du Centre de neurologie cognitive, avec des critères de jugement cliniques, biologiques, de qualité de vie, etc. Puis l'autre question, c'est est-ce qu'on peut vraiment manger cétogène, c'est-à-dire arrêter de manger du sucre pendant longtemps quand on est âgé? Et qu'en est-il du risque de dénutrition, de perte de poids? Et ça, nos collègues diététiciennes sont très sensibilisés à ces questions. Donc, pour répondre, on a monté le projet C'est Thomas, diapositive suivante, qui a été financé donc par France Alzheimer en 2019. On a eu l'autorisation de la NSM, on est sur le point d'avoir l'autorisation du CPP, donc avec un projet de début des inclusions en 2022, 70 patients avec une maladie d'Alzheimer débutante qui seront suivis pendant 1 an, avec comme critère de jugement principal l'observance du régime cétogène. Et donc, vous le comprenez, tout l'enjeu, c'est de réussir à faire une éducation thérapeutique qui sera portée par les diététiciennes qui seront associées à l'étude, dont Marie fait partie.
voilà l'illustration de cette étude en 2 bras avec une randomisation au départ. Et puis, le parcours est balisé dans les 2 bras par les petits triangles qui sont des consultations avec les diététiciennes qui feront donc cet apprentissage du régime cétogène aux patients. Et je passe la parole à Marie qui vous expliquera tout ça beaucoup mieux que moi. Bonjour à tous, je m'appelle Marie Meillard, je suis du coup diététicienne sur Bichat et Bretonneau et j'ai également un master en santé publique qui m'a pas mal aidé du coup pour la création des outils dans le projet Cétoma. Donc effectivement, le but c'est vraiment de faire réapprendre le patient à manger à l'aide de différents outils que l'on a pu créer avec l'ensemble du service diététique pour que le patient soit vraiment autonome au domicile et toutes les connaissances finalement nécessaires à ce régime cétogène, puisqu'un patient, une personne âgée a déjà quand même pas mal d'années de vie et connaît finalement l'alimentation, a des habitudes alimentaires déjà particulières. Donc c'est vraiment pour leur faire réapprendre totalement finalement cette alimentation très très riche en lipides, donc en graisse et très pauvre en sucre. Donc pour cela, ça a nécessité différentes étapes. Donc, tout d'abord, une acquisition des connaissances. Donc, nous avons été reçus à l'hôpital Necker, en centre de neurologie pédiatrique, pour pouvoir apprendre, nous aussi, donc, toutes ces compétences autour de l'alimentation cétogène. On s'est également renseigné par différentes recherches bibliographiques et des articles scientifiques. Puis, nous avons commencé du coup à créer différents conducteurs pédagogiques qui nous ont permis finalement de définir les différentes séances dont le patient aura besoin pour acquérir toutes ces connaissances et permettre aussi de mettre en exergue les outils et les méthodes finalement pédagogiques qui seront nécessaires à cela. Donc voilà, c'est passé comme vous pouvez le voir sur l'écran par différentes étapes, notamment l'élaboration des tableaux de composition simplifiés des aliments avec les glucides et les lipides, la collecte de valeurs nutritionnelles qui ne sont pas forcément référencées sur la table psychoal, puisque il y a certains aliments qui sont particuliers à l'alimentation cétogène, déterminer également les équivalences glucidiques et lipidiques des aliments, etc. Tout cela pour tendre vers finalement des menus entre guillemets clés en main sur 3 semaines avec des recettes calculées, chacune calculée avec tous les nutriments afin que du coup le patient ne dépasse pas pour cette recherche 50 grammes de glucides totaux sur une journée. Donc, ce qui est pas beaucoup, ce qui est complexe. Voilà, et donc également la création d'un tout un livret dans lequel le patient retrouvera, pour ne pas être seul chez soi avec toutes ses connaissances, aura un livret avec le principe bien entendu de l'alimentation cétogène, les aliments de substitution, certaines listes de courses, des menus, etc. Donc voilà, pour qu'il soit au maximum autonome à la maison. Et bien entendu, du coup, on le verra à certaines périodes du coup dans l'année, donc AJ0, AJ7, etc. et tous les mois, pour avancer finalement progressivement sur l'apprentissage de toutes ces connaissances nouvelles. Voilà. On a terminé. Bien. Merci beaucoup. Il y a des questions par le chat? Pas de questions. La parole est à Jean-Claude alors. Jean-Claude, donc tu as eu plusieurs recettes pour bien vieillir, le sport, le cétogène. Qu'en penses-tu? Alors attendez que je règle un peu. Alors est-ce que. On t'entend bien. Hein? Par contre, je ne sais pas quelle caméra, donc du coup. Voilà, comme ça, normalement, vous devriez me voir. C'est très bien, vous voyez correctement, effectivement. Voilà, là, je pense que c'est plus... Voilà, là, c'est plus de phase, voilà. Tout à l'heure, c'était un peu de traviole. Non, mais écoutez, merci beaucoup. Et alors, avant de conclure, moi, j'avais une question, effectivement, sur les régimes cétogènes. Parce qu'en pédiatrie, on connaît ça pas mal. Alors, pas dans le diabète. Dans le diabète de l'enfant, nous, quand ils font de l'acétone, c'est qu'en général, c'est quand ils ont arrêté de faire leurs injections d'insuline.
Donc ça, c'est pas vraiment ce qu'on recherche. Mais en revanche, nos collègues neurologues pédiatres utilisent effectivement les régimes cétogènes dans les épilepsies graves. Vous avez des données finalement de faisabilité, de niveau de cétogénèse que vous arrivez à obtenir chez les personnes âgées, et puis évidemment, vous êtes dans une situation de troubles cognitifs. J'imagine que les troubles cognitifs rajoutent une couche de complexité à un régime qui n'est pas très simple. Oui, merci beaucoup pour votre question. Donc, c'est pas simple, ça, vous avez tout à fait raison. Les données d'observance, on les a sur 6 mois maximum. Donc là, on passe un cap et on essaie de voir si ça peut se tenir sur 1 an. La grande force de l'étude, c'est vraiment cet accompagnement rapproché par l'équipe de diététiciennes. Et ce qui a été fait dans d'autres équipes, notamment au Canada, c'était un peu plus distant comme suivi. Et peut-être que c'est ce qui explique cette observance inconstante. On a quand même des données qui nous donnent le droit d'être optimistes. Donc, on verra ce que ça donne, mais on s'attend à on voudrait que 70% de nos participants soient encore observants au bout d'1 an. L'avenir nous dira si on a eu raison ou pas. Et ensuite, mesurer la cétose. Oui, ça c'est dans toutes les études, on montre qu'à partir du moment où on suit un régime cétogène, au bout de 48 heures, on commence à avoir des corps cétoniques en quantité abondante dans le plasma. Donc, c'est faisable sur des durées très courtes, y compris chez des patients âgés ou avec des troubles cognitifs. Ok. Écoutez, merci beaucoup et bonne chance et tous mes souhaits cette étude. Alors, moi, je voulais conclure ce webinaire que j'ai écouté dans son intégralité et je voudrais vraiment remercier les gens qui l'ont organisé, en particulier Olivier Druna, Hélène Gilardi et puis voilà, toutes les autres personnes qui ont contribué pour un webinaire vraiment passionnant. Alors, moi, mes réflexions autour de ça, c'est d'abord qu'il y a une véritable vitalité autour de la gériatrie dans le GHU. Et là, on a vu des exemples de dynamique d'activité, de projets intéressants, non seulement à Bretonneau, mais à Fernand-Vidal, à Louis-Maurier, à Bichat. Donc, vraiment, on voit que la gériatrie dans le GHU n'est pas une gériatrie en repli ou une gériatrie en difficulté, même si je n'ignore pas toutes les difficultés quotidiennes qui existent en gériatrie. Mais c'est une gériatrie combattante, une gériatrie innovante, une gériatrie qui prend des initiatives. Et ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose de tout à fait remarquable. Et donc ça, merci Olivier, merci à tous pour toutes ces initiatives. Deuxième chose, là, comme pédiatre, je ne peux pas m'empêcher une fois de plus, de dire que la gériatrie, ça ressemble vraiment à la pédiatrie. Et c'est vraiment aux deux extrêmes de la vie, des modes d'organisation des soins, mais même au-delà de l'organisation des soins, même des états d'esprit, des équipes et des modes de réflexion qui sont vraiment extrêmement proches. Et moi, quand je vous entends, j'entends parler des pédiatres, c'est-à-dire le côté bienveillance, bientraitance, qui fait partie un peu des images d'Épinal, mais pas que. En pédiatrie, moi, je les entends quand je vous entends présenter vos projets, présenter vos activités. Autre point commun, c'est finalement le caractère extrêmement multidisciplinaire des prises en charge. En pédiatrie, c'est évidemment indispensable, le rôle des psychologues, le rôle des infirmières d'éducation, le rôle des IPA dans tout ce qui est maladie chronique pédiatrique, tout le côté accompagnement et finalement l'exercice médical ne peut pas être un exercice médical isolé. Et là, ce qui ressort finalement du webinaire et de vos présentations, c'est exactement la même chose, c'est que finalement l'exercice médical en gériatrie est forcément un exercice multidisciplinaire. Et ça, je pense que vous le montrez bien et c'est vraiment
C'est vraiment une force. Donc, peut-être on pourrait faire un webinaire. Je sais que Hélène réfléchit très fort au futur webinaire. Eh bien, peut-être qu'un webinaire sur une espèce de les ponts entre la pédiatrie et la gériatrie. Je ne sais pas comment est-ce qu'on pourrait formuler ça, mais finalement, un rapprochement entre pédiatre et gériatre pourrait être quelque chose d'assez intéressant, parce que je pense qu'il y a vraiment des éléments d'expérience croisés, partagés entre les deux disciplines qui mériterait peut-être à être un peu creusé, et je pense qu'on aurait sûrement des trucs à apprendre les uns des autres. Une chose que je retiens, Olivier, c'est que effectivement, si j'ai besoin de me faire opérer, alors j'ai pas encore 70 ans, mais ça viendra, je sais où aller pour me préparer. Pour l'activité physique adaptée, j'ai eu des conseils. Bon, si je commence à avoir des problèmes de mémoire, j'ai compris, j'arrête de bouffer du sucre. Et donc, effectivement, il y a beaucoup de take-home message direct dans le webinaire d'aujourd'hui. Et je vous en remercie également. Bon, merci beaucoup en tout cas. Puis un petit mot pour terminer, hein, effectivement, merci à tous. C'était vraiment, je pense, effectivement, un webinaire très, très réussi. Merci pour la préparation, la qualité de vos présentations. On s'améliore de rendez-vous en rendez-vous et vraiment, c'était tout à fait excellent pour vos témoignages aussi, pour ceux qui ont témoigné. Je pense à l'infirmière de pratique avancée, également à notre collègue jeune chef en gériatrie. Donc, merci beaucoup. Et puis, on poursuit cette belle dynamique. Hein. On a travaillé dans le cadre d'objectifs pour le projet 2021-2025 et donc c'est évidemment une feuille de route qu'on va collectivement mettre en route. Et voilà, encore merci pour votre implication et votre mobilisation. Très bon après-midi à tous. Merci, bon après-midi. Au revoir. Merci.